excusez-moi, j'avais oublié la lumière. Chose très importante. Ça fait longtemps qu'on de petit live ASMR, puisque dimanche dernier, j'avais un truc de prévu. J'ai fait un live sur Pirates des Caraïbes, n'importe quoi. Sur Sea of Thieves, désolé, je suis un peu fatigué comme toute la semaine depuis 15 jours, voilà. Mais ça, je sais pas trop pourquoi je suis fatigué comme ça, surtout que je suis en arrêt de travail. Mais bon, c'est comme ça, désolé, j'ai envie d'éternuer en même temps. Je vais épargner quand même vos oreilles. Si vous le voulez, vous avez la Togo Cam normalement qui devrait marcher. Attendez. Je dis ça, mais je pied de l'action. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce prix Windows, bien entendu. Non, vous l'avez pas, c'est bon, tout va bien. Du coup, dans les points de chaîne, vous pouvez faire ceci. Et vous avez accès à ceci, du coup, un toutou en train de dormir. Et pour l'avoir, du coup, il faut sélectionner la cam canap, bien entendu. Et si vous sélectionnez la Momo Cam, vous réapparaissez sur moi. Voilà. C'est très simple, ça coûte 200 points. Vous pouvez faire pratiquement en vous. Et vous avez aussi accès aux petits personnages qui sont là. Si jamais vous aurez votre petit personnage qui circulera. À condition de choisir votre avatar en bas aussi dans la description. On va poursuivre la lecture du coup de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'ai du mal à le lire celui-ci parce que l'histoire, j'ai pas envie de le finir. Je pense que si vous êtes là, vous connaissez l'histoire, mais la fin est très dure. L'histoire en elle-même est très dure parce que je trouve que Harry est constamment en colère et c'est un peu chiant. Mais bon, attendez, je me bouche. Voilà. Donc comme je le disais, c'est vraiment un épisode vraiment charnière pour moi. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est vraiment pas mon préféré. C'est le plus long et je trouve que... Enfin moi personnellement j'adore Poudlard vraiment. Et je trouve que ça faisait une force énorme. Parce que c'est carrément un personnage pour moi, Poudlard. Ça faisait vraiment la force de tout... Je vais monter un petit peu le micro. Ça faisait vraiment la force de l'aventure. Et je trouve que Ombrage, bon, c'est son rôle hein, totalement. Mais elle cache vraiment Poudlard en fait. Enfin, elle cache Poudlard. On peut pas cacher Poudlard, mais... Du coup, on a même... Enfin, personne n'aurait aimé être à ce moment-là à Poudlard pendant qu'elle y était. Et du coup, bah, enfin, j'ai du mal à le lire vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que je me suis remis à aller lire les Harry Potter, à chaque fois j'ai beaucoup buté sur le numéro 5 à cause de ça, parce qu'il ne prend pas plaisir à le lire. Enfin, l'histoire est toujours intéressante, mais tout ce qui se passe n'est pas agréable en fait. Et du coup, bah, c'est compliqué parce que même en me remémorant le 5, j'arrive pas vraiment à trouver un moment en fait agréable que j'aime beaucoup dans l'histoire. Contrairement au 6, au 7, il y a tous ceux d'avant. Mais de le 5, j'ai beaucoup de mal. Autant pour tout ce qui se passe, comment dire, à Square Grimo, je prononce pas bien, mais voilà. Tout ça, qu'on revoit Sirius, voilà, tout ça, c'est pas plaisant. Il fallait le faire, il faut le lire, on est là. Du coup, chapitre 17. Décret d'éducation numéro 24. Pendant tout le reste du week-end, Harry se sentit plus heureux qu'il ne l'avait jamais été depuis la rentrée. Ron... Tiens, c'est marrant.
dimanche à faire leurs devoirs en retard. Sans doute n'y avait-il là rien de très amusant, mais les derniers éclats du soleil d'automne persistaient, et ils en profitèrent pour aller travailler au bord du lac, à l'ombre d'un hêtre, plutôt que de rester confinés dans la salle commune. Hermione, qui avait, bien entendu, terminé ses devoirs depuis longtemps, emporta des pelotes de laine et ensorcela ses aiguilles à tricoter qui flottaient dans les airs à côté d'elle en cliquetant toute seule pour fabriquer chapeaux et écharpes. Entreprendre quelque chose pour se poser à Ombrage et au ministère et jouer lui-même un rôle clé dans cette rébellion donnait à Harry un sentiment d'intense satisfaction. Il ne cessait de revivre dans sa tête leur réunion du samedi. Tous ces gens qui étaient venus le voir pour apprendre à se défendre contre les forces du mal. L'expression de leur visage lorsque l'on avait raconté ce qu'il avait accompli. Et Cho, qui avait vanté ses exploits pendant le tournoi des 3 sorciers. À la pensée qu'il ne le considérait pas comme un menteur ou un détraqué, mais comme quelqu'un digne d'être admiré, il ressentait une telle allégresse que sa bonne humeur ne l'avait toujours pas quitté le lundi matin, malgré la perspective imminente de devoir assister au cours qu'il aimait le moins. Ron et lui quittèrent le dortoir et descendirent l'escalier. En parlant de l'idée d'Angelina de le faire travailler pendant la séance d'entraînement du soir, une nouvelle figure de Quidditch qu'on appelait la roulade du paresseux. Ils étaient arrivés au milieu de la pièce commune inondée de soleil lorsqu'ils remarquèrent un petit groupe d'élèves rassemblés devant le panneau d'affichage de Gryffondor. Un grand écriteau y était placardé, si grand qu'il avait recouvert tout le reste. La liste des grimoires d'occasion à vendre, les habituels rappels au règlement d'Argus Rusard, le programme des séances d'entraînement de Quidditch, les propositions d'échange de cartes de Choco-Grenouille, les petites annonces des Weasley pour recruter de nouveaux cobayes, les dates des week-ends à Priola et les messages concernant des objets trouvés ou perdus. L'écriteau était imprimé de grandes lettres noires et un sceau à l'aspect très officiel y était apposé à côté d'une signature ronde et nette. Par ordre de la grande inquisitrice de Poudlard, toutes les organisations, associations, équipes, groupes et clubs d'élèves sont dissous à compter de ce jour. Une organisation, association, équipe, groupe ou club se définit par le rassemblement à intervalles réguliers de 3 élèves ou plus. L'autorisation de former à nouveau de tels rassemblements doit être demandée à la grande inquisitrice, professeur Ombrage. Aucune organisation, association, équipe, groupe ou club d'élèves ne peut exister sans l'approbation de la grande inquisitrice. Tout élève fondateur ou membre d'une organisation, association, équipe, groupe ou club qui n'aurait pas été approuvé par la grande inquisitrice serait immédiatement renvoyé de l'école. Les mesures ci-dessus sont prises conformément au décret d'éducation numéro 24, signé Dolores Jane Ombrage, grande inquisitrice. Harry et Ron lurent l'écriteau par-dessus la tête de quelques élèves de 2e année qui avaient soudain l'air anxieux. « Ça veut dire qu'ils vont fermer le club de Bave-Boule ?» demanda l'un d'eux à son voisin. « Je pense que vous n'aurez pas de problème avec les Bave-Boules, dit Ron d'un ton lugubre, en faisant sursauter le jeune Gryffondor. « Mais nous, je ne crois pas que nous aurons autant de chance. Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il à Harry, tandis que les 2e années se hâtaient de filer. Harry était en train de relire entièrement la vie. L'impression de bonheur qu'il ressentait depuis le samedi précédent avait disparu d'un coup. Tout son corps palpitait de rage. « Ce n'est pas une coïncidence, dit-il, les poings serrés. Elle est au courant. »« Impossible, dit Ron. Il y a des gens qui nous écoutaient dans ce pub. Et puis, soyons réalistes, parmi tous ceux qui étaient là, combien il y en a-t-il à qui nous pouvons faire confiance? N'importe lequel d'entre eux aurait pu aller tout raconter à Ombrage. » Lui qui avait pensé qu'il le croyait, qu'il l'admirait même. « Zacharias Smith, dit aussitôt Ron,
en donnant un coup de poing dans la paume de sa main. Ou alors, j'ai trouvé que ce Michael Corner avait lui aussi une tête de faucheton. Je me demande si Hermione a déjà lu ça, dit Harry, le regard tourné vers la porte du dortoir des filles. Viens, on va la prévenir, dit Ron. Il se précipita pour ouvrir la porte et commença à monter d'un pas vif l'escalier en colimaçon. Ils avaient atteint la 6e marche lorsqu'un bruit assourdissant, semblable à un gémissement d'une sirène, retentit soudain. Au même moment, les marches s'escamotèrent pour qu'un long toboggan en spirale, comme dans les parcs de jeux. Pendant un instant, Ron essaya de continuer à courir en faisant de grands moulinets avec les bras, mais il bascula en arrière et dévala le toboggan avant de finir sa course sur le dos au pied de Harry. Je crois qu'on n'a pas le droit d'aller dans le dortoir des filles, fit remarquer Harry, qui aida Ron à se relever en s'efforçant de ne pas éclater de rire. 2 filles de 4e année se laissèrent glisser allègrement en bas du toboggan de pierre. Ah! Qui est-ce qui a essayé de monter? Demandèrent-elles d'un rire joyeux, les yeux fixés sur Harry et Ron. Moi, dit Ron, encore un peu secoué. Je n'avais aucune idée de ce qui se passerait. Les 2 filles se dirigèrent vers la sortie, en continuant de rire comme des folles. Ce n'est pas juste, ajouta Ron à l'adresse de Harry. Hermione a le droit de venir dans notre dortoir. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas. Oh, c'est un règlement un peu vieillot, répondit Hermione, qui venait de glisser sur le toboggan, et s'était arrêtée en douceur sur un tapis, juste devant eux. Elle se releva. Dans l'histoire de Poudlard, on explique que les fondateurs trouvaient les garçons moins dignes de confiance que les filles. Et en fait, pourquoi vous avez essayé de monter là-haut? Pour te voir. Regarde ça, dit Ron en l'entraînant vers le tableau d'affichage. Hermione parcourut rapidement les yeux le texte sur l'écriteau. Son visage se figea. Quelqu'un a dû tout lui raconter, dit Ron avec colère. C'est impossible, assura Hermione à mi-voix. Tu es vraiment naïf. Tu crois que sous prétexte que non, c'est bon. Tu crois que sous prétexte que vous êtes tous des gens de bonne compagnie? Non, c'est impossible pour la bonne raison que j'ai ensorcelé le mot de parchemin que nous avons tous signé, dit Hermione menaçante. Crois-moi, si quelqu'un nous dénonce à Ombrage, nous saurons exactement qui c'est et il le regrettera amèrement. Qu'est-ce qui leur arrivera? Demanda Ron d'un air avide. Disons que, par comparaison, l'acné d'Héloïse Midgen apparaîtra comme de ravissantes petites taches de rousseur. Venez, descendons prendre le petit déjeuner. On verra ce que les autres en pensent. Je me demande si la même chose a été affichée dans toutes les maisons. Dès qu'ils entrèrent dans la grande salle, il fut évident que l'annonce d'Ombrage n'était pas réservée au seul Gryffondor. Une intensité particulière animait les conversations, et l'on remarquait davantage de mouvements que d'habitude. Les élèves passaient d'une table à l'autre pour discuter de ce qu'ils venaient de lire. Harry, Ron et Hermione s'étaient à peine assis que Neville, Fred, George et Ginny fondirent sur eux. « Vous avez vu ça? Vous croyez qu'elle est au courant? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Tous les regards étaient tournés vers eux, qui jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'aucun professeur ne pouvait les entendre. « On va le faire quand même, bien sûr, dit-il à voix basse. Je savais que tu dirais ça, se réjouit George, le visage rayonnant, en tenant à Harry une tape dans le dos. Les préfets sont d'accord, demanda Fred avec un regard interrogateur en direction de Ron et d'Hermione. Bien entendu, répondit froidement Hermione. Voilà Ernie et Anna Abbott, dit Ron en regardant par-dessus son épaule. Et aussi les types de Serdaigle et Smith. Aucun d'eux n'a l'air d'avoir de boutons. Hermione sembla inquiète. Peu importe les boutons, il ne faut surtout pas que ces idiots viennent nous voir maintenant. Ce serait vraiment suspect. Asseyez-vous, dit-elle à Ernie et Anna, en remuant simplement les lèvres avec des gestes frénétiques pour leur faire signe de rejoindre la table des Poufsouffles. Plus tard, nous parlerons plus tard, ajouta-t-elle, toujours silencieusement. Je vais aller prévenir Michael, dit Ginny d'un ton
agacée en pivotant sur son banc pour se lever. Quel imbécile, vraiment! Elle se précipita vers la table des serres d'aigle et Harry la suivit des yeux. Joe, assise un peu plus loin, bavardait avec l'ami aux cheveux bouclés qu'elle avait amené à la tête du sanglier. La vie placardée par ombrage allait-il la dissuader de revenir aux réunions? Mais l'ampleur des conséquences et la nouvelle réglementation ne leur apparut pleinement qu'au moment où ils quittèrent la grande salle pour se rendre au cours d'histoire de la magie. Ron, Angelina se hâta vers eux. Elle semblait au désespoir. Ça ne fait rien, dit Harry à voix basse, lorsqu'elle fut suffisamment près de l'entendre. On va quand même continuer à... Est-ce que vous vous rendez compte que ça concerne aussi le Quidditch? L'interrompit Angelina. Il faut qu'on aille demander la permission de reconstituer l'équipe. Quoi? S'exclama Harry. Impossible, dit Ron, effaré. Tu as lu l'avis. Il parle également des équipes. Alors, écoute Harry, je te dis ça pour la dernière fois. S'il te plaît, ne recommence pas à t'énerver avec ombrage, sinon elle peut nous interdire définitivement de jouer. D'accord, répondit Angelina au bord des larmes. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Je parie qu'on va retrouver ombrage au cours d'histoire de la magie, dit sombrement Ron, tandis qu'il prenait de la classe de Pins. Elle ne l'a pas encore inspectée. Je te parie tout ce que tu veux qu'elle est là-bas. Mais il se trompait. À la rentrée dans la classe, Pins était seul, flottant comme d'habitude à quelques centimètres au-dessus de sa chaise, prêt à poursuivre son exposé soporifique sur la guerre des géants. Ce jour-là, Harry n'essaya pas de suivre ce qu'il disait. Il dessinait négligemment sur son parchemin, indifférent au regard noir d'Hermione et à ses coups de coude répétés, jusqu'à ce qu'un coup, dans les côtes plus douloureux que les autres, lui fasse relever la tête d'un air furieux. Quoi? Elle montra la fenêtre du doigt, et Harry vit Edwidge, perché sur les trois rebords. Une lettre attachée à la patte. Elle le fixait des yeux à travers les épais carreaux. Harry ne comprenait pas. Ils venaient de prendre leur petit déjeuner. Pourquoi donc n'avait-elle pas porté la lettre à ce moment-là? Comme d'habitude, plusieurs élèves à présent se montraient Edwidge du doigt. J'ai toujours adoré cette chouette. Elle est tellement belle, chuchota Lavande à Parvati. Harry jeta un coup d'œil au professeur Pins, qui continuait de lire sereinement ses notes, sans s'apercevoir le moins du monde que l'attention de la classe était encore moins centrée sur lui qu'à l'ordinaire. Harry glissa en silence de sa chaise, se pencha en avant et se faufila très vite entre les rangées de tables en direction de la fenêtre qu'il ouvrit lentement. Il s'attendait à ce que Edwidge lui tende la patte pour qu'il puisse la prendre la lettre avant qu'elle ne se redirige vers la volière. Mais lorsque la fenêtre fut suffisamment ouverte, elle sauta à l'intérieur de la classe en poussant un ululement plaintif. J'arrive pas à tourner ma page. Il referma la fenêtre, jeta un regard inquiet à Pins, puis, toujours penché en avant, se dépêcha de regagner sa place. Edwidge sur son épaule. Lorsqu'il se fut assis, il posa Edwidge sur ses genoux et détacha la lettre de sa patte. Ce fut à ce moment-là seulement qu'il se rendit compte que les plumes d'Edwidge étaient étrangement ébouriffées, certaines courbées dans le mauvais sens, et qu'une de ses ailes formait un angle bizarre avec le reste de son corps. « Elle est blessée, murmura Harry, en penchant la tête pour l'examiner de plus près. Ron et Hermione regardaient à leur tour. Hermione posa même sa plume. C'est pas rien, ça. Edwidge tremblait. Vous le voyez, elle a l'aile de travers. Lorsque Harry voulut lui toucher l'aile, elle sursauta légèrement, les plumes irisées, comme si elle les gonflait à la manière d'un ballon, et lui jeta un regard de reproche. « Professeur Pins, dit Harry à haute voix. » Toute la classe se tourna vers lui. « Je ne me sens pas très bien. » Le professeur Pins leva les yeux sur ses notes, stupéfait, comme à son habitude, de voir devant lui une classe remplie d'élèves. « Vous ne vous sentez pas bien, répéta-t-il d'un air absent. « Non, pas bien du tout, déclara fermement Harry. Il se leva. Edwidge, caché derrière son dos. Il
j'aille à l'infirmerie. Oui, dit le professeur Pins, pris au dépourvu. Oui, oui, à l'infirmerie. Eh bien, allez-y, Perkins. Il connaît même pas son nom, j'en peux plus alors que c'est Harry Potter. Et le mec, il est professeur d'histoire de la magie. Et c'est certainement le personnage le plus célèbre de tous les temps de l'histoire de la magie. Harry Potter, quoi, enfin, ça me pue. Excusez-moi. Une fois sorti, Harry remit Edwidge sur son épaule et se hâta le long du couloir. Lorsqu'il fut certain qu'on ne pouvait plus le voir depuis la porte de la classe, il s'arrêta pour réfléchir. Bien entendu, la première personne à laquelle il aurait pensé pour soigner Edwidge était Hagrid, mais comme il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait, la solution qui consistait à chercher le professeur Cope-Blanche en espérant qu'elle pourrait l'aider. Il s'arrêta devant une fenêtre et jeta un coup d'œil au parc plongé dans la grisaille et battu par les vents. Il n'y avait aucune trace d'elle près de la cabane de Hagrid. Si elle ne donnait pas de cours, elle devait être dans la salle des professeurs. Il descendit les escaliers, Edwidge vacillant sur son épaule et poussant de faibles ululements. Deux gargouilles de pierre encadraient la porte de la salle des professeurs. Lorsque Harry s'approcha, l'une d'elles croisa. « Tu devrais être en classe, mon petit bonhomme. C'est urgent, dit Harry d'un ton sec. Oh, urgent, voyez-vous ça, dit l'autre gargouille, d'une voix aiguë. Voilà qui nous remet à notre place. Il frappa. Il entendit des bruits de pas, puis la porte s'ouvrit et il se retrouva face au professeur McGonagall. Vous n'avez pas encore eu une retenue, demanda-t-elle aussitôt, ses lunettes carrées lançant des éclairs alarmants. Non, professeur, répondit Harry. Alors pourquoi n'êtes-vous pas en classe? Il paraît que c'est urgent, dit la deuxième gargouille d'un ton narquois. Je cherche le professeur Cope-Blanche, expliqua Harry. Ma chouette est blessée. Une chouette blessée, dites-vous. Le professeur Cope-Blanche apparut aux côtés du professeur McGonagall. Elle fumait d'une pipe et tenait à la main un numéro de la Gazette du Sorcier. Oui, répondit Harry, en soulevant avec précaution Edwidge de son épaule. Elle est arrivée après les autres hiboux, et elle a une aile bizarre, regardez. Le professeur Cope-Blanche cala solidement sa pipe entre ses dents et prit Edwidge des mains de Harry, sous le regard du professeur McGonagall. Dit-elle, sa pipe remuant légèrement. J'ai l'impression qu'elle s'est fait attaquer. Mais je ne sais pas qui aurait pu faire ça. Pourquoi? Parfois, les sombrales s'en prennent aux oiseaux, c'est vrai. Mais Hagrid a dressé les sombrales de Poudlard pour qu'ils ne touchent pas au hibou. Harry ignorait ce qu'étaient des sombrales et d'ailleurs il ne s'en fichait. Tout ce qui l'intéressait, c'était qu'Edwidge guérisse. Le professeur McGonagall lui lança un regard perçant et demanda: savez-vous d'où venait cette chouette, Potter? Répondit Harry. De Londres, je crois. Il croisa brièvement son regard et sut tout de suite, d'après la façon dont ses sourcils s'étaient rangés au milieu de son front, que Londres signifiait pour elle le 12 Square Grimrow. Le professeur Cope-Blanche sortit un monocle d'une poche de sa robe et le fissa devant son œil pour examiner de plus près l'aile d'Edwidge. Je pense pouvoir arranger ça si vous me la laissez, Potter, dit-elle. En tout cas, elle ne devra plus voler sur de longues distances pendant quelques jours. Très bien, merci, dit Harry, au moment même où la cloche sonnait l'heure de la récréation. Pas de problème, répondit le professeur Cope-Blanche d'un ton bourru, en retournant dans la salle des professeurs. C'est quoi ça? Un instant, alors attendez, alors non, on va coucher dehors. Wilhelmina, ok, dit le professeur McGonagall, donc ça c'est le prénom du professeur Cope-Blanche. La lettre de Potter. Ah oui, c'est vrai, dit Harry, qui avait momentanément oublié le rouleau de parchemin attaché à la patte d'Edwidge. Le professeur Cope-Blanche le lui donna et disparut au fond de la salle, emportant Edwidge, qui regardait fixement Harry, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il l'abandonnait ainsi. Avec un vague sentiment de culpabilité, il s'apprêta à repartir, mais le professeur McGonagall le rappela. « Potter. »« Oui, professeur. » Elle jeta un coup d'œil dans le couloir,
des élèves arrivaient des deux côtés. N'oubliez pas, dit-elle très vite et à voix basse, les yeux sur le rouleau qu'il tenait à la main, que les voies de communication de Poudlard, que ce soit pour expédier ou recevoir du courrier, sont étroitement surveillées compris. Je, répondit Harry, mais le flot des élèves qui se répandaient dans le couloir était presque arrivé à sa hauteur. Le professeur McGonagall lui fit un bref signe de tête et se réfugia dans la salle des professeurs en laissant la foule l'emporter dans la cour de récréation. Il aperçut Ron et Hermione qui étaient déjà là, dans un coin abrité, le col de leur cape relevé pour se protéger du vent. Harry déroula le parchemin tandis qu'il s'avançait vers eux et lut 5 mots de la main de Sirius. Aujourd'hui, même endroit. Comment va Edwidge demanda Hermione d'un ton anxieux, dès qu'il fut à portée de voix. Où est-ce que tu l'as emmené ajouta Ron. Je l'ai confié à Cope Blanche. Aujourd'hui, répondit Harry. Et j'ai rencontré McGonagall. Écoutez. Elle leur rapporta les propos qu'elle lui avait tenus. À sa grande surprise, aucun des deux ne parut étonné ou choqué. Au contraire, ils échangèrent un coup d'œil significatif. Quoi dit Harry, regardant alternativement Ron et Hermione. J'étais justement en train de dire à Ron. Et si quelqu'un avait essayé d'intercepter Edwidge? Elle n'avait jamais été blessée jusqu'à maintenant. En fait, de qui est la lettre demanda Ron en la lui prenant des mains. J'arrive plus à lire ce soir, c'est terrible. De Sniffle, répondit Harry. Meuble, ça veut dire la cheminée de la salle commune. Bien entendu, dit Hermione qui lisait également le mot. Elle parut mal mise. J'espère que personne n'a vu ça. Le rouleau était bien scellé, répondit Harry qui essayait de se convaincre lui-même autant qu'Hermione. D'ailleurs, si on ignore l'endroit où nous lui avons parlé, personne ne peut comprendre de quoi il s'agit, non? Je ne sais pas, dit Hermione inquiète en remettant son sac sur l'épaule alors que la cloche retentissait à nouveau. Ce ne serait pas très difficile de sceller le parchemin une deuxième fois en appliquant une formule magique. Et si le réseau des cheminées est surveillé? Mais je ne vois pas comment on pourrait lui écrire de ne pas venir sans que la lettre ne soit elle aussi interceptée. Ils descendirent d'un pas pesant les marches de pierre qui menaient au cachot où avait lieu le cours de potions, tous trois perdus dans leurs pensées. Mais lorsqu'ils atteignirent le pied de l'escalier, ils furent ramenés à la réalité immédiate par la voix de Draco Malfoy. Debout, devant la porte de la classe, il brandissait un parchemin d'aspect officiel et parlait plus qu'il n'était nécessaire pour être sûr que tout le monde l'entende. Oui, Ombrage a tout de suite donné à l'équipe de Quidditch de Serpentard la permission de continuer à jouer. Je suis allé la lui demander dès ce matin, et elle s'est fait d'une manière quasiment automatique. Elle connaît assez bien mon père. Il va toujours faire un tour au ministère. Ce serait intéressant de savoir si Gryffondor a reçu l'autorisation de maintenir son équipe. Ne vous énervez pas, murmura Hermione d'un ton implorant, en voyant que Harry et Ron fixaient Malfoy, le visage figé et les poings serrés. C'est exactement ce qu'ils cherchent. Je veux dire par là, poursuivit Malfoy, qui éleva un peu plus la voix, ses yeux gris lançant des lueurs malveillantes à Ron et à Harry, que c'est une question d'influence auprès du ministère. Je ne pense pas qu'ils aient une grande chance. D'après ce que m'a raconté mon père, il y a des années qu'il cherche un motif pour licencier Arthur Weasley. Quant à Potter, mon père dit que ce n'est plus qu'une question de temps avant que le ministère l'expédie à Saint-Mangouste. Il paraît qu'ils ont un service spécial pour les gens qui ont le cerveau ramolli par excès de la magie. Malfoy fit une grimace grotesque, la mâchoire pendante, les yeux roulant dans leurs orbites. Crabbe et Goyle éclatèrent de leur rire habituel, semblable à un grognement, et Pansy Parkinson hurla de joie. Soudain, quelque chose heurta violemment l'épaule de Harry et le projeta sur le côté. Une fraction de seconde plus tard, il comprit que Neville venait de le bousculer et fonçait droit sur Malfoy. « Neville, non !»
et attrapa un pan de la robe de Neville qui se débattait avec frénésie. Ses poings décrivaient des moulinets en essayant désespérément d'atteindre Malfoy. Pendant quelques instants, celui-ci parut stupéfait. « Aide-moi » lança Harry à Ron. Il avait réussi à passer un bras autour du cou de Neville et à le tirer en arrière à l'égard des Serpentards. Crabbe et Goyle firent jouer leurs biceps en se posant devant Malfoy. Près de la bagarre, Ron saisit les bras de Neville et parvint avec Harry à le ramener dans les rangs des Gryffondors. Neville avait le visage écarlate. La pression que les bras de Harry exerçaient sur sa gorge rendait pratiquement incompréhensible ce qu'il essayait de dire, mais quelques mots isolés parvinrent à franchir ses lèvres. Pas drôle, ne jamais, Mangouste, lui montrer. La porte du cachot s'ouvrit et Rogue apparut. Ses yeux noirs balayèrent la file des Gryffondors jusqu'à l'endroit où Harry et Ron se débattaient avec Neville. En pleine bagarre, Potter, Weasley l'ont du bas, dit Rogue de sa voix froide et ironique. 10 points de moins. Pour Gryffondor, lâchez l'on du bas, Potter. Sinon, c'est la retenue. Entrez tout le monde. Harry lâcha Neville qui essaya de retrouver son souffle et lui lança un regard furieux. Il fallait bien que je t'arrête, haleta Harry en prenant son sac par terre. Crabbe et Goyle t'auraient mis en pièces. Neville ne répondit rien. Il se contenta de ramasser son propre sac d'un geste brusque et entra dans le cachot. « Au nom de Merlin, qu'est-ce qui t'a pris ?» demanda Ron d'une voix lente, alors qu'il emboîtait le bas de Neville. Harry restait silencieux. Il savait pourquoi le sujet des malades traités à Saint-Mangouste par des dommages infligés par leur cerveau, par des pratiques magiques, était particulièrement douloureux aux yeux de Neville. Mais il avait promis à Dumbledore de ne jamais révéler ce secret à personne. Neville lui-même ne savait pas que Harry était au courant. Harry, Ron et Hermione s'installèrent à leurs places habituelles au fond de la salle, puis sortirent leurs plumes, parchemins et un exemplaire du livre intitulé « 1000 herbes et champignons magiques ». Autour d'eux, les élèves chuchotaient en contemplant le coup de colère de Neville lorsque Rogue claqua la porte avec un grand bang. Tout le monde se tut immédiatement. « Vous remarquerez, dit Rogue de sa voix basse et narquoise, que nous avons une invitée aujourd'hui. » Il fit un geste vers le coin le plus sombre du cachot et Harry vit le professeur Ombrage qui s'était assise là, son bloc-notes sur les genoux. Les sourcils levés, il jeta un regard en pied à Ron et à Hermione. Rogue et Ombrage, les deux professeurs qu'il détestait le plus. Il était difficile de dire lequel il voulait voir l'emporter sur l'autre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la préparation de notre solution de force. Vous trouverez vos mélanges là où vous les avez laissés à la dernière leçon. Et s'ils ont été préparés correctement, ils devraient avoir bien évolué au cours du week-end. Les instructions, il agita sa baguette, figurent au tableau. Allez-y. Le professeur Ombrage passa la première demi-heure du cours à prendre des notes dans son coin. Harry était impatient de l'entendre poser des questions à Rogue, si impatient que, cette fois encore, il négligeait sa potion. « Du sang de salamandre, Harry !» marmonnait Hermione en lui attrapant le poignet pour l'empêcher d'ajouter une troisième fois le mauvais ingrédient. « Pas de jus de grenade !»« Oui, oui, d'accord, » répondit Harry, qui reposa le flacon et continua d'observer ce qui s'est passé dans le coin de la salle. Ombrage venait de se lever. « Ah !» dit Harry à voix basse. Il la vit s'avancer entre deux rangées de tables en direction de Rogue, qui était penché sur le jeton de Dean Thomas. « Cette classe me semble très avancée par rapport au niveau habituel, dit-elle brusquement, dans le dos de Rogue. Je me demande toutefois s'il est très raisonnable de leur apprendre une potion comme la solution de force. Je pense que le ministère préférerait la voir disparaître du programme. » Rogue se redressa lentement et se retourna pour la regarder. « Maintenant, dites-moi, depuis combien de temps enseignez-vous à Poudlard ?» demanda Ombrage, la plume suspendue au-dessus de son bloc-notes. « 14 ans, répliqua Rogue. L'expression de son visage paraissait insondable, sans quitter Rogue des yeux.
Harry ajouta quelques gouttes à sa potion, qui se mit à siffler d'un air menaçant en passant du turquoise à l'orange. Je crois que vous avez d'abord posé votre candidature au poste de défense contre les forces du mal, demanda Ombrage. Oui, répondit Rogue à mi-voix, mais sans succès. Rogue pinça les lèvres. De toute évidence. Le professeur Ombrage griffonna sur son bloc-notes. Et depuis que vous êtes entré dans cette école, vous avez régulièrement renouvelé votre candidature à ce poste, je crois. Oui, répondit Rogue en remuant à peine les lèvres. Il avait l'air furieux. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle Dumbledore vous a systématiquement refusé cette matière? Interrogea Ombrage. Je vous suggère de lui poser la question vous-même, répliqua Rogue d'une voix hachée. Je n'y manquerai pas, assura le professeur Ombrage avec un sourire aimable. Il était vraiment indispensable d'évoquer ce sujet, j'imagine, dit Rogue en plissant ses yeux noirs. Oh oui, répondit le professeur Ombrage. Le ministère souhaite connaître le mieux possible les différents éléments de la personnalité des enseignants. Elle le laissa là et s'approcha de Pansy Parkinson pour lui poser quelques questions sur le cours de potions en général. Rogue tourna les yeux vers Harry et leurs regards se croisèrent un bref instant. Harry se pencha aussitôt sur sa potion, qui formait après son d'horribles grumeaux et dégageait une forte odeur de caoutchouc brûlé. Cette fois encore, vous n'aurez pas de notes, Potter, dit Rogue d'un ton malveillant, en vidant le chaudron de Harry d'un coup de baguette magique. Vous allez me rédiger une dissertation sur la composition de cette potion en expliquant comment et pourquoi vous êtes tombé. Vous me rendrez ça au prochain cours, c'est compris. Oui, répondit Harry avec fureur. Rogue lui avait déjà donné des devoirs et il avait une séance d'entraînement le soir même, ce qui signifiait qu'il devrait passer encore 2 autres nuits sans dormir. Et dire qu'il s'était senti heureux ce matin-là, tout ce qu'il éprouvait maintenant, c'était un intense désir de voir la journée se terminer. Je vais peut-être sauter le cours de divination, dit-il après le déjeuner. Il s'était retrouvé dans la cour, sous un vent froid qui cinglait les pans de leurs robes et les bords de leurs chapeaux. Je ferai semblant d'être malade et je m'occuperai de mon devoir pour Rogue. Comme ça, je n'aurai pas besoin de rester debout la moitié de la nuit. Tu ne peux pas sauter la divination, dit Hermione d'un ton sévère. Non mais écoutez-moi ça. Toi, tu l'as complètement laissé tomber, la divination, s'indigna Ron. Tu détestes Trelawney. Je ne la déteste pas, répliqua Hermione d'un air hautain. Je pense simplement que c'est un professeur épouvantable et une totale mystificatrice. Mais Harry a déjà manqué le cours d'histoire de la magie, et je crois qu'il ne devrait plus manquer d'autres cours aujourd'hui. Il y avait trop de vérité dans ce qu'elle disait pour ne pas en tenir compte. Une demi-heure plus tard, Harry, furieux contre tout le monde, alla donc s'asseoir dans la classe de divination, à l'atmosphère saturée de chaleur et de parfums écœurants. Le professeur Trelawney distribuait à nouveau des exemplaires de l'oracle des rêves, et Harry songea que son temps aurait été beaucoup mieux employé à faire le devoir de Rogue plutôt qu'à essayer de découvrir le sens caché de rêves inventés. Mais il apparut bientôt qu'il n'était pas la seule personne dans cette classe à être de mauvaise humeur. Le professeur Trelawney posa brutalement l'oracle sur la table entre Harry et Ron et s'éloigna à grandes enjambées, les lèvres pincées. Elle jeta notre exemplaire à Sémus et à Dean en manquant de peu la tête de Sémus. Puis enfonça le dernier livre qui lui restait dans la poitrine de Neville avec tant de force qu'il glissa de son pouf. Bon, allons-y, lança le professeur Trelawney d'une voix aiguë et un peu hystérique. Vous savez ce que vous avez à faire. À moins que je sois un professeur d'un niveau à ce point insuffisant que vous n'ayez même pas appris un livre. Les élèves l'observèrent d'un air perplexe, puis échangèrent des regards. Harry, cependant, croyait savoir ce qu'il se passait. Alors que le professeur Trelawney retournait à grands pas rageurs s'asseoir dans son fauteuil adossé haut, ses yeux immenses remplis de larmes de fureur, il se pencha vers Ron et murmura « Je crois qu'elle vient de recevoir les
résultats de son inspection. Professeur, dit Parvati-Patil d'une voix étouffée. Lavande et elle avaient toujours admiré le professeur Trelawney. Professeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas, s'écria le professeur Trelawney, la voix frémissante d'émotion. Bien sûr que non, tout va très bien. J'ai été insulté, c'est vrai, des insinuations ont été lancées contre moi, des accusations infondées portées à mon encontre. Mais à part ça, je le répète, tout va très bien. Elle prit une profonde inspiration qui la fit frissonner de la tête aux pieds et détourna son regard, des larmes de colère débordant sous ses lunettes. Bien sûr, je ne parlerai pas, dit-elle dans un sanglot, de mes 16 années de bons et loyaux services. Apparemment, personne n'y a prêté attention. Mais je ne me laisserai pas insulter. Ah, ça non. Professeur, qui vous insulte demanda timidement Parvati. Les institutions, répondit le professeur Trelawney d'une voix grave, dramatique, tremblotante. Tous ces gens trop aveuglés par le quotidien pour voir comme je vois, pour savoir comme je sais. Oh, bien sûr, nous autres, les voyons, avons toujours été craints, persécutés. C'est hélas notre destin. Elle déglutit avec difficulté, essuya ses joues humides, à l'aide d'un coin de son châle, puis tira d'une manche un petit mouchoir brodé et se moucha avec force en produisant un son de trompette semblable au bruit grossier que faisait ordinairement Peeves. Ron ricana et Lavande lui lança un regard indigné. Professeur, reprit Parvati, vous voulez dire, est-ce qu'il s'agit de quelque chose que le professeur Ombrage ne me parlez pas de cette femme, s'écria le professeur Trelawney. Elle se leva d'un bond, dans un cliquetis de perles, ses grosses lunettes jetant des éclairs flamboyants. Veuillez, s'il vous plaît, poursuivre votre travail. Pendant tout le reste du cours, elle passa parmi eux, en marchant à grands pas. Des larmes continuaient de couler sous ses lunettes et elle marmonnait à voix basse des paroles qui sonnaient comme des menaces. Finirait peut-être par démissionner, absolument indigne, mise à l'épreuve. On va voir ça. Comment ose-t-elle? Toi et Ombrage, vous avez quelque chose en commun, dit Harry à Hermione, lorsqu'ils se retrouvèrent en cours de défense contre les forces du mal. Elle aussi considère Trelawney comme une mystificatrice. Apparemment, elle l'a mise à l'épreuve. Ombrage entra dans la classe pendant qu'il parlait. Elle avait un nœud de velours noir dans ses cheveux et une expression d'extrême suffisance sur le visage. « Bonjour tout le monde. Bonjour, professeur Ombrage, » scanda la classe d'un ton morne. « Rangez vos baguettes, s'il vous plaît. » Cette fois, aucun mouvement ne s'ensuivit. Personne ne s'était donné la peine de sortir sa baguette magique. « Ouvrez, s'il vous plaît, votre théorie des stratégies de défense. » Magique, à la page 34, et lisez le chapitre 3, intitulé « Les cas de réaction pacifique à une attaque magique ». Bien entendu, il sera inutile de bavarder à chever, et Hermione dans un murmure. Pas d'entraînement de Quidditch, annonça Angelina d'une voix caverneuse lorsque, ce soir-là, Harry, Ron et Hermione entrèrent dans la salle commune. « Mais je ne me suis pas énervé, s'exclama Harry, horrifié. Je ne lui ai rien dit, Angelina, je te le jure. Je sais, répondit Angelina d'un ton accablé. Elle a simplement dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Lança Ron avec colère. Elle a tout de suite donné aux Serpentards l'autorisation de reformer leur équipe. Pourquoi pas à nous? Mais Harry imaginait très bien le plaisir que devait éprouver Ombrage à faire planer au-dessus de leur tête la menace d'une disparition de l'équipe de Gryffondor et qu'il comprenait aisément pourquoi elle ne voulait pas renoncer trop tôt à cette arme. Regardons le bon côté des choses, dit Hermione. Maintenant, tu auras le temps de faire ton devoir pour Rogue. C'est ça que tu appelles le bon côté des choses, s'indigna Harry, tandis que Ron contemplait Hermione d'un air incrédule. Pas d'entraînement de Quidditch, et encore un peu plus de potions. Harry s'avachit dans un fauteuil.
tira à contre-cœur son devoir de potion de son sac et se mit au travail. Il lui était toutefois difficile de se concentrer. Même s'il savait que Sirius ne devait se montrer que bien plus tard, il ne pouvait s'empêcher de jeter de temps à autre un coup d'œil dans les flammes au cas où. En plus, la salle commune résonnait ce soir-là d'un incroyable vacarme. Apparemment, Fred et George avaient enfin mis au point une boîte à flemme dont ils faisaient la démonstration à tour de rôle devant un public enthousiasme et tabageur. D'abord, Fred mordait dans la partie orange d'un bonbon, ce qui avait pour effet immédiat et spectaculaire de le faire vomir dans un seau placé devant lui. Ensuite, il se forçait à avaler la partie violette du bonbon, et les vomissements cessaient aussitôt. Lee Jordan, qui jouait le rôle d'assistant, débarrassait à intervalles réguliers le seau de son contenu et lançait négligemment les mêmes sortilèges de disparition qu'utilisait Rogue pour vider le chaudron de Harry dans ses potions ratées. Dans le tumulte des hauts-le-cœur, des acclamations et des cris lancés à Fred et George pour leur passer commande, Harry est exceptionnellement difficile de se concentrer sur la meilleure façon de préparer une solution de force. Hermione n'arrangeait rien. Les ovations et les bruits de vomissement qui s'écrasaient au fond du seau étaient ponctués par ces reniflements sonores et dédaigneux que Harry trouvait encore plus agaçants. « Empêche-les donc de continuer, dit-il d'un ton exaspéré, après avoir raturé pour la 4e fois la quantité de poudre d'ongles de griffon nécessaire à la composition du breuvage. « Impossible, formellement, ils ne font rien d'interdit, répliqua Hermione les dents serrées. Ils ont le droit de manger eux-mêmes leurs immondices, et je n'ai trouvé aucun article du règlement qui interdise aux autres idiots d'en acheter. Sauf s'ils étaient prouvés que ces substances représentaient un danger, ce qui ne semble pas être le cas. Harry, Ron et Hermione regardèrent George vomir à grands jets dans le seau, avaler le reste du bonbon, puis se redresser, le visage rayonnant et les bras écartés sous les applaudissements prolongés du public. En fait, je ne comprends pas pourquoi Fred et George n'ont obtenu que 3 puces chacun, dit Harry, en les regardant collecter l'or de la foule avide. Ils savent pourtant faire plein de choses. Uniquement des choses superficielles qui n'ont pas grande utilité, commenta Hermione avec dédain. Pas grande utilité, dit Ron d'une voix tendue. Hermione, ils ont déjà ramassé 26 galions. La foule rassemblée autour des jumeaux Weasley mit longtemps à se disperser. Fred, Lee et George mirent encore plus longtemps à compter leurs gains, et il leur fut plus de minuit lorsque Harry, Ron et Hermione se retrouvèrent seuls dans la salle commune. Fred venait enfin de refermer derrière lui la porte du dortoir des garçons, après avoir fait teinter ostensiblement sa boîte remplie de galions, ce qui provoqua un froncement de sourcils d'Hermione. Harry n'avait progressé que très lentement dans sa rédaction de son devoir de potion, et il décida d'abandonner pour ce soir. Alors qu'il rangeait ses livres, Ron somnolait dans son fauteuil. Somnolant dans son fauteuil, émit un grognement étouffé et regarda soudain les flammes d'un œil vitreux. « Sirius, dit-il. » Harry fit brusquement volte-face. La tête sombre et échevelée de Sirius se trouvait à nouveau au milieu des flammes. « Salut, dit-il avec un sourire. »« Salut, répondit en chœur Harry, Ron et Hermione en s'agenouillant tous les trois sur le tapis. Pateron se mit à ronronner bruyamment et s'approcha du feu en essayant malgré la chaleur de frotter sa tête contre celle de Sirius. « Comment ça se passe » demanda Sirius. « Pas trop bien » répondit Harry, tandis qu'Hermione tirait Pateron en arrière pour l'empêcher de se brûler les moustaches. « Le ministère a passé un nouveau décret qui nous interdit d'avoir notre équipe de Quidditch ou de former un groupe de défense contre les forces du mal, acheva Sirius. Il y eut un bref silence. « Comment tu le sais » s'étonna Harry. « Vous devriez vous montrer plus prudent dans le choix de vos lieux de rendez-vous, répondit Sirius avec un sourire encore plus large, la tête du sanglier. Non mais vraiment. En tout cas, c'était mieux que les 3 balais, répliqua Hermione sur la défensive. Là-bas c'est toujours plein de monde. Ce qui signifie qu'il aurait été plus difficile d'entendre ce que vous disiez. Tu as encore beaucoup à apprendre, Hermione. Qui nous a entendus demanda Harry. Montingus, bien sûr. Devant leur expression ébahie,
Sirius ajouta. La sorcière voilée, c'était lui. Mundungus, répéta Harry abasourdi. Qu'est-ce qu'il faisait à la tête du sanglier? Qu'est-ce que tu crois, dit Sirius, d'un ton un peu agacé. Il te surveillait, bien entendu. Je suis toujours suivi, interrogea Harry avec colère. Oui, répondit Sirius, et ça vaut mieux, si la première chose que tu songes à faire, c'est de constituer un groupe illégal de défense. Il ne paraissait ni fâché ni inquiet, cependant. Au contraire, il regardait Harry avec une fierté manifeste. « Et pourquoi Tig se cachait-il de nous ?» demanda Ron déçu. « On aurait bien aimé le voir. » Il y a 20 ans, il y a 20 ans, qu'il n'a plus le droit de revenir à la tête du sanglier, expliqua Sirius. Et ce barman a une très bonne mémoire. Nous avons perdu une des capes d'invisibilité de Maugrey quand Sturgis a été arrêté, et Tig est souvent obligé de se déguiser en sorcière ces temps-ci. Quoi qu'il en soit, Ron, pour commencer, j'ai juré à ta mère de te transmettre un message. Ah bon? S'inquiéta Ron. Elle dit que sous aucun prétexte tu ne dois participer à un groupe illégal de défense contre les forces du mal. Sinon, tu seras renvoyé à coup sûr et ton avenir s'en trouverait gravement compromis. Elle dit que tu auras tout le temps d'apprendre à te défendre plus tard et que tu es trop jeune pour t'occuper de ça maintenant. Elle conseille également, les yeux de Sirius se tournèrent vers les deux autres, à Harry et Hermione de renoncer à ce groupe, bien qu'elle sache qu'elle n'ait d'autorité ni sur l'un ni sur l'autre. Elle les supplie simplement de ne pas oublier qu'elle prend toujours leurs intérêts à cœur. Elle aurait bien voulu vous écrire tout ça d'elle-même, mais si son hibou avait été intercepté, vous auriez eu de sérieux ennuis, de sérieux ennuis, et comme elle était de service ce soir, elle n'a pas pu venir vous en parler de vive voix. De service pour quoi faire? Demanda précipitamment Ron. Ne t'inquiète pas de ça, ce sont des choses qui concernent l'ordre, dit Sirius. J'ai donc été chargé du message et n'oublie surtout pas de lui dire que j'ai bien rempli ma mission, parce que je crois qu'elle se méfie aussi de moi. Pendant le silence qui suivit, Patron essaya en miaulant de poser sa patte sur la tête de Sirius, et Ron joua avec un trou dans le tapis. Alors, vous voulez m'entendre dire que je ne participerai pas au groupe de défense, marmonna enfin Ron. Moi, certainement pas, dit Sirius surpris. Je crois au contraire que c'est une excellente idée. Vraiment, dit Harry, qui se sentit soudain plus léger. Bien entendu, assura Sirius. Tu crois donc que ton père et moi, on se serait couchés dès qu'on aurait obéi aux ordres d'une vieille harpie comme ombrage? Mais l'année dernière, tu n'as pas arrêté de me dire que je devais être prudent et ne pas prendre de risques. L'année dernière, nous avions tout lieu de penser que quelqu'un, à l'intérieur de Poudlard, essayait de te tuer, Harry, répliqua Sirius agacé. Cette année, nous savons qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de Poudlard qui aimerait bien tous nous tuer. Voilà pourquoi apprendre à se défendre efficacement me semblait être une bonne idée. Et si on se fait renvoyer, demanda Hermione d'un air songeur. Hermione, c'est toi qui es à l'origine de cette idée, s'exclama Harry en la fixant des yeux. Je sais bien, je me demandais simplement ce qu'en pensait Sirius, répondit-elle avec un haussement d'épaule. Il vaut mieux être renvoyé et capable de se défendre que de rester tranquillement assis dans une école sans avoir aucune idée de ce qui se passe dehors, répondit Sirius. Bravo, approuvèrent Harry et Ron d'une même voix. Donc, reprit Sirius, comment comptez-vous organiser ce groupe et où allez-vous vous réunir? C'est le problème, dit Harry. Je ne sais pas du tout où nous pourrions aller. Pourquoi pas la cabane hurlante, suggéra Sirius. C'est une idée, dit Ron, très excité. Hermione, en revanche, émit un grognement sceptique. Les trois autres se tournaient vers elle, la tête de Sirius pivotant dans les flammes. À l'époque, Sirius, vous n'étiez que 4 à vous réunir dans la cabane hurlante, expliqua Hermione. Vous aviez tous la faculté de vous métamorphoser en animaux, et j'imagine qu'en vous serrant un peu, vous auriez pu tenir sous une seule cape d'invisibilité en cas de besoin. Mais nous sommes 28, et aucun d'entre nous n'est un animagus. Alors ce n'est pas une cape, mais un chapiteau d'invisibilité qu'il nous faudrait. Tu as raison, répondit Sirius, un peu dépité. Mais je suis sûr que vous trouverez un endroit.
y avait un passage secret. Assez spacieux derrière le grand miroir du 4e étage, vous auriez peut-être assez de place pour y pratiquer des maléfices. Fred et George m'ont dit qu'il n'existe plus, déclara Harry en hochant la tête. Il y a eu un éboulement ou je ne sais quoi. Ah, murmura Sirius avec un froncement de sourcils. Bon, je vais y penser et je reviendrai. Il s'interrompit, le visage soudain tendu, anxieux. Sa tête pivota sur le côté, le regard apparemment fixé sur le mur en briques de l'âtre. Sirius s'inquiéta Harry. Mais il avait disparu. Harry observa les flammes pendant un moment, puis se tourna vers Ron et Hermione. Pourquoi est-ce qu'il... Hermione laissa échapper un gémissement de terreur et se leva d'un bond, les yeux fixés sur la cheminée. Une main était apparue dans les flammes, cherchant à saisir quelque chose, une main aux doigts boutinés, chargée d'horribles bagues démodées. Tous trois prirent aussitôt la fuite. Arrivé à la porte du dortoir des garçons, Harry jeta un regard par-dessus son épaule. La main d'ombrage, léchée par les flammes, continuait à s'ouvrir et à se refermer telle une pince, à l'endroit précis où s'était trouvée la tête de Sirius un instant auparavant, comme si elle cherchait à le saisir par les cheveux. Aïe aïe aïe. Je bois un coup et on reprend. Chapitre 18. L'armée de Dumbledore. Ombrage a lu ton courrier, Harry. Il n'y a pas d'autres explications. Tu crois que c'est elle qui a attaqué Twitch demanda-t-il, scandalisé. J'en suis presque certaine, dit Hermione d'un air grave. Surveille ta grenouille, elle s'échappe. Harry pointa sa baguette magique sur la grenouille d'or, qui sautillait, pleine d'espoir, vers le bord opposé de la table. Axio, dit-il, et la grenouille retourna aussitôt dans sa main, visiblement déçue. Le cours de sortilège était l'un des plus propices au bavardage. Il y avait en général tant de mouvements et d'activités diverses qu'on ne courait pas grand risque d'être entendu. Ce jour-là, entre les croisements des grenouilles et les croisements des corbeaux, auxquels s'ajoutait le martèlement de la pluie contre la fenêtre, Harry, Ron et Hermione pouvaient parler sans se faire remarquer de la façon dont Ombrage avait failli attraper Sirius. J'ai eu des soupçons depuis le jour où Rusard t'a accusé de commander des babouses. C'était tellement stupide comme mensonge, murmura Hermione. Il suffisait de lire ta lettre pour s'apercevoir que ce n'était pas vrai. Et donc, tu n'aurais aucun ennui, un peu léger comme farce, non? Je me suis dit alors, et si quelqu'un cherchait simplement un prétexte pour lire ton courrier? Dans ce cas, ce serait le meilleur moyen pour Ombrage d'y arriver, de dénoncer à Rusard, lui laisser le travail peu reluisant de confisquer ta lettre, puis s'arranger pour la lui voler ou même exiger de la voir. Je ne pense pas que Rusard s'y opposerait. Il n'a jamais beaucoup défendu les droits des élèves, non? Harry, tu écrases ta grenouille. Il la serrait en effet si fort que dans sa main qu'elle en avait les yeux qui lui sortaient par la tête. Il reposa la grenouille sur la table. C'était vraiment moins une hier soir, reprit Hermione. Je me demande si Ombrage a réalisé à quel point elle était près du but. Silencio. La grenouille sur laquelle elle pratiquait le sortilège de mutisme resta sans voix au beau milieu d'un croisement et lui laissa un regard de reproche. Si elle avait réussi à attraper Sniffle, Harry acheva sa phrase pour elle. Il serait sans doute de retour à Azkaban à l'heure qu'il est.
Il agita sa baguette sans vraiment se concentrer sur sa grenouille. Et sa grenouille, se mit à enfler comme un ballon, en émettant un sifflement suraigu. Silencio, dit aussitôt Hermione. Elle pointa sa baguette sur la grenouille qui se dégonfla silencieusement. Il ne faut surtout pas qu'il recommence, voilà tout. Mais je ne sais pas comment nous y prendre pour le lui faire savoir. On ne peut pas lui envoyer de hibou. Je ne pense pas qu'il prendra de nouveau le risque, dit Ron. Il n'est pas idiot. Il se rend bien compte qu'il a failli l'attraper. Silencio. L'affreux gros crapaud qui se trouvait sur la table lança un croissement moqueur. Silencio. Silencio. Le corbeau croissa encore plus fort. C'est la façon dont tu bouges ta baguette, dit Hermione en observant Ron. Un petit critique. Il ne faut pas l'agiter comme ça. Plutôt, tenez un coup sec. Les corbeaux, c'est plus difficile que les grenouilles, répondit Ron avec mauvaise humeur. Très bien, n'a qu'à échanger si tu préfères, proposa Hermione, qui prit le corbeau de Ron et le remplaça par sa grosse grenouille. Silencio. Le corbeau continua d'ouvrir et de fermer son bec pointu, mais aucun son n'en sortait. Très bien, Miss Granger, s'exclama la petite voix flûtée du professeur Flitwick. Harry, Ron et Hermione sursautèrent d'un même mouvement. À vous d'essayer, monsieur Weasley. Que quoi? Oui, bien sûr, dit Ron, pris au dépourvu. Silencio. Il fit un mouvement si brusque qu'il donna un coup de baguette dans l'œil de la grenouille. Celle-ci sauta aussitôt de la table en lançant un croissement assourdissant. Sans surprise, Flitwick imposa comme devoir supplémentaire à Ron et à Harry l'obligation de pratiquer le sortilège de mutisme. En raison de la pluie qui continuait à tomber dru, les élèves furent autorisés à rester à l'intérieur pendant la récréation. Harry, Ron et Hermione retrouvèrent quelques chaises de libre dans une classe du premier étage, bruyante et surpeuplée, où Peeves, les rêveurs, flottait à côté du lustre en jetant de temps à autre une boulette imbibée d'encre sur la tête de quelqu'un. Ils venaient tout juste de s'asseoir lorsqu'ils virent arriver Angelina, qui se frayait un chemin parmi la foule des élèves occupés à bavarder. « J'ai eu l'autorisation, s'exclama-t-elle, de reconstituer l'équipe de Quidditch. »« Parfait !» se réjouirent Ron et Harry d'une même voix. « Oui, dit Angelina, le visage radieux. Je suis allée voir McGonagall et je crois bien qu'elle a demandé à Dumbledore d'intervenir. En tout cas, Ombrage a dû céder. Alors je vous veux tous les deux sur le terrain à 7h ce soir. Il faut rattraper le temps perdu. On n'est plus qu'à 3 semaines de notre premier match. Vous vous rendez compte? Elle replongea dans la cohue, évitant de justesse une boulette d'encre qui atterrit sur la tête d'un élève de première année, puis disparut. Le sourire de Ron s'effaça quelque peu lorsqu'il regarda la fenêtre rendue opaque par le rideau de pluie. « J'espère que ça va se lever. Qu'est-ce qu'il y a, Hermione ?» Elle aussi contemplait la fenêtre, mais ne semblait pas la voir. Les sourcils froncés, elle regardait dans le vide. « J'étais simplement en train de penser, dit-elle, sans quitter la fenêtre des yeux. À propos de Sniffle, demanda Harry. Non, pas exactement, répondit-elle, lentement. Je me demandais plutôt. J'imagine que nous avons raison, de faire ce que nous faisons. Enfin, je crois, non? Harry et Ron échangèrent un regard. On comprend mieux maintenant, dit Ron. Ça nous aurait déçus si tu t'étais expliqué clairement. Hermione se tourna vers lui comme s'il venait tout juste de remarquer sa présence. J'étais en train de me demander, dit-elle, d'une voix un peu plus assurée, si nous avions raison d'organiser ce groupe de défense contre les forces du mal. Quoi? S'exclamèrent Harry et Ron d'une même voix. Hermione, c'est toi qui as eu l'idée, s'indigna Ron. Je sais, admit-elle en s'entortillant les doigts. Mais après avoir parlé avec Sniffle, il était tout à fait d'accord, fit remarquer Harry. Oui, dit Hermione, qui regardait à nouveau la fenêtre. Oui, c'est justement pour ça que je me demande si c'est une bonne idée après tout. Peeves vient flotter au-dessus d'eux, sa sarbacane prête. Machinalement, tous trois se protégèrent la tête de leur sac jusqu'à ce qu'ils se soient éloignés. Explique-moi ça, dit Harry avec colère.
tandis qu'ils reposaient leur sac par terre. Sirius est d'accord avec nous, et donc tu crois que nous devrions plus le faire? Hermione paraissait tendue et malheureuse. Ses yeux à présent fixés sur ses mains, elle demanda: Tu as vraiment confiance en son jugement? Absolument, répondit aussitôt Harry. Il nous a toujours donné d'excellents conseils. Une boulette d'encre les frôla et frappa Katy Bell en plein sur l'oreille. Hermione la regarda se lever d'un bond et se mettre à lancer divers objets à Peeves. Enfin, elle reprit la parole en ayant l'air de choisir très soigneusement ses mots. Tu ne crois pas qu'il aurait pu devenir un peu, disons, téméraire depuis qu'il est enfermé au Square Grimmauld? Tu ne crois pas que il aurait tendance à vivre à travers nous? Qu'est-ce que tu veux dire par vivre à travers nous? S'étonna Harry. Je veux dire que je pense qu'il aimerait beaucoup fonder une société secrète de défense juste sous le nez de quelqu'un du ministère. Je crois qu'il se sent très frustré de ne pas pouvoir faire grand-chose là où il est. Alors, j'ai l'impression qu'il nous pousse à agir à sa place. Ron sembla abasourdi. Sirius a raison, dit-il. Tu parles exactement comme ma mère. Hermione se mordit la lèvre sans rien répondre. La cloche retentit au moment où Peeves fondait sur Katy pour lui renverser une bouteille d'encre sur la tête. Le temps ne s'améliora pas au cours de la journée, et lorsqu'à 7 heures du soir, Harry et Ron se rendirent au terrain de Quidditch pour la séance d'entraînement, ils se retrouvèrent trempés en quelques minutes, leurs pieds glissant sur l'herbe imbibée d'eau. Le ciel avait une couleur gris foncé, orageuse, et ce fut un soulagement pour eux de se retrouver dans la lumière et la chaleur des vestiaires, même s'ils savaient que leur répit serait de courte durée. Ils tombèrent sur Fred et George, qui se demandaient s'ils n'allaient pas recourir à l'une de leurs boîtes à flemme pour s'échapper de la séance de vol. Mais je suis sûr qu'elle s'en apercevrait, dit Fred, du coin des lèvres. Si seulement je ne lui avais pas proposé hier de lui en vendre quelques pastilles de gerbe. On pourrait peut-être essayer le berlingot de fièvre, murmura George. Personne ne l'a encore vu celui-là. Et ça marche? Demanda Ron avec espoir, tandis que le martèlement de plus en plus intense de la pluie sur le toit se mêlait au hurlement du vent. Oui, bien sûr, répondit Fred. Ça fait tout de suite monter ta température. Mais ça provoque aussi d'énormes furoncles, ajouta George. Et on n'a pas encore trouvé le moyen de s'en débarrasser. Je ne vois aucun furoncle, dit Ron, en les regardant attentivement. Non, bien sûr, répondit Fred d'un air sombre. Il se trouve à un endroit qu'on ne montre généralement pas en public. Et crois-moi, quand on monte sur un balai, on en a très vite plein le... Bon alors, écoutez-moi tout le monde, dit Angelina d'une voix sonore, en surgissant du bureau réservé au capitaine de l'équipe. Je sais que le moment n'est pas idéal, que le temps n'est pas idéal, pardon. Mais il y a des chances pour que le match contre les Serpentards se déroule dans les mêmes conditions. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée de s'y habituer dès maintenant. Harry, tu avais trouvé un moyen d'éviter la pluie sur tes lunettes le jour où tu as joué contre Poufsouffle en plein orage. C'est Hermione qui avait trouvé, rectifia Harry. Il sortit sa baguette et tapota ses lunettes en prononçant la formule Impervious. Je pense que nous devrions tous essayer ça, dit Angelina. Si nous arrivons à ne pas avoir la pluie dans la figure, notre visibilité en sera nettement améliorée. Allez, tous ensemble. Impervious, ok, allons-y. Ils rangèrent leurs baguettes dans leur poche intérieure de leur robe, mirent leur balai sur l'épaule et suivirent Angelina hors des vestiaires. Avec un bruit de succion, ils pataugeèrent jusqu'au centre du terrain dans la boue de plus en plus épaisse. Mais même avec le sortilège de l'Impervious, la visibilité restait très réduite. Les lumières baissaient et des rideaux de pluie balayaient le sol. Attention, à mon coup de sifflet, s'écria Angelina. Harry décolla en projetant de la boue tout autour de lui et s'éleva en chandelle, déviant un peu de sa trajectoire sous la force du vent. Il se demandait comment il allait s'y prendre pour apercevoir le vif d'or par un temps pareil. Il avait déjà suffisamment de mal à voir l'unique cognard avec lequel il s'entraînait. Dès la fin de la première minute,
Le cognard avait failli le désarçonner, et il n'avait réussi à l'éviter qu'en exécutant une roulade du paresseux. Malheureusement, Angelina n'avait pas vu cet exercice de haute voltige. D'ailleurs, elle semblait ne rien voir du tout et personne d'une manière générale n'avait la moindre idée de ce que faisaient les autres. Le vent soufflait de plus en plus fort, et même à cette distance, Harry entendait la pluie clapoter et crépiter à la surface du lac dans un doux tambourinement incessant. Angelina les retint pendant près d'une heure avant de s'avouer vaincue. Elle invita son équipe trompée et maussade dans les vestiaires en affirmant que cette séance d'entraînement n'avait pas été une perte de temps, mais sa voix manquait de conviction. Fred et George paraissaient particulièrement exaspérés. Tous deux avaient les jambes arquées et chaque mouvement leur arrachait une grimace. Harry les entendit se plaindre à voix basse pendant qu'ils se séchaient les cheveux avec une serviette. J'en ai plusieurs qui ont éclaté, dit Fred d'une voix caverneuse. Pas les miens, répondit George avec une grimace, mais elles me font un mal de chien. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus gros. Aïe, s'exclama Harry. Il pressa la serviette contre son visage, les yeux plissés de douleur. La cicatrice de son front était redevenue douloureuse. Il y avait des semaines qu'elle ne lui avait pas fait aussi mal. Qu'est-ce qu'il y a demandèrent plusieurs voix. Harry émergea de derrière ses serviettes. Sans ses lunettes, les vestiaires lui paraissaient flous, mais il vit quand même que tous les visages étaient tournés vers lui. Rien, marmonna-t-il. Je me suis mis la serviette dans l'œil. C'est tout. Mais il adressa à Ron un regard éloquent, et tous deux restèrent à la traîne pendant que les autres joueurs de l'équipe sortaient des vestiaires emmitouflés dans leurs capes, leurs bonnets enfoncés par-dessus leurs oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé demanda Ron, dès qu'Alicia, la dernière de la ville, eut franchi la porte. C'était ta cicatrice. Et coucou, Nayla, comment ça va? Installe-toi bien. Harry acquiesça d'un signe de tête, mais l'air effaré. Ron s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors la pluie qui continuait de tomber. Il ne peut pas se trouver à proximité. Non, grommela Harry. Il se laissa tomber sur un banc et frotta ses cicatrices. Il est probablement à des kilomètres d'ici. Ça me fait mal parce qu'il était en colère. Harry n'avait aucune intention de dire cela, et il entendit ses propres paroles, comme si un étranger les avait prononcées. Pourtant, il sut tout de suite qu'elles étaient vraies. Il ignorait comment, mais il savait. Voldemort, où qu'il fût, quoi qu'il vît, était d'une humeur massacrante. Tu l'as vu, demanda Ron horrifié. Tu as eu une vision ou quelque chose comme ça? Harry resta assis, immobile, les yeux fixés sur ses chaussures, laissant son esprit et sa mémoire se détendre après l'intensité de la douleur. Un mélange indistinct de silhouettes, un flot de voix vociférantes. Merci beaucoup pour le follow, Nayla, c'est très gentil. Il veut que quelque chose soit fait, et ça ne se passe pas assez vite à son goût, dit-il. À nouveau, il fut surpris d'entendre ces mots sortir de sa bouche, et pourtant, il était sûr que c'était vrai. Mais comment tu le sais? s'étonna Ron. Harry hocha la tête et se couvrit les yeux de ses mains en appuyant ses paumes contre ses paupières. De petites étoiles apparurent. Il sentit que Ron s'asseyait sur le banc à côté de lui et sut qu'il l'observait. C'était déjà comme ça la dernière fois, demanda-t-il d'une voix étouffée. Lorsque ta cicatrice te fait mal dans le bureau d'ombrage, tu sais qui était en colère? Harry fit non de la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Harry rassembla ses souvenirs. Il avait regardé le visage d'ombrage, sa cicatrice lui avait fait mal, et il avait éprouvé une étrange sensation, comme si son estomac avait fait un bond, un sentiment de bonheur. Bien entendu, il ne l'avait pas interprété ainsi sur le moment. Lui-même s'était senti trop accablé pour cela. La dernière fois, c'était parce qu'il était content, dit-il. Vraiment content. Il pensait qu'une bonne chose allait se produire.
Et la veille de notre arrivée à Poudlard, il repensa au moment où sa cicatrice lui avait fait tellement mal dans la chambre du square Grimro. Ce jour-là, il était furieux. Il se tourna alors vers Ron qui le regardait bouche bée. « Tu pourrais remplacer Trelawney, dit-il, intimidé. « Je ne lis pas l'avenir, répliqua Harry. « Non, tu sais ce que tu fais, dit Ron qui paraissait à la fois effrayé et impressionné. « Harry, tu parviens à lire les pensées de tu sais qui. » « Non, répondit Harry en hochant la tête. « C'est plutôt son humeur, j'imagine. Par instant, je ressens son humeur comme une sorte d'éclair. Dumbledore a dit que quelque chose dans ce genre-là s'était produit l'année dernière, lorsque Voldemort était près de moi, ou qu'il ressentait de la haine, je le savais. Et bien maintenant, je sais aussi quand il est de bonne humeur. » Il y eut un silence. Au dehors, le vent et la pluie ne faiblissaient pas. « Il faut que tu le dises à quelqu'un, suggéra Ron. « J'en ai parlé à Sirius la dernière fois. Parle-lui-en encore. »« Je ne peux plus, répondit Harry avec tristesse. Ombrage surveille les hiboux et la cheminée. Alors, va voir Dumbledore. Je viens de te dire qu'il est déjà au courant, répliqua Harry d'un ton abrupt. Il se leva, décrocha sa cape et la déploya autour de ses épaules. À quoi bon, lui répétait. Ron attacha sa propre cape en regardant Harry d'un air songeur. Dumbledore préfère le savoir, dit-il. Harry haussa les épaules. Allez, viens. Il faut qu'on s'entraîne à jeter le sortilège de mutisme. Sans dire un mot, ils traversèrent le parc plongé dans l'obscurité, glissant et trébuchant sur la pelouse boueuse. Je vais rêver. Harry réfléchissait. Quelle était donc cette chose qui ne se faisait pas assez vite au goût de Voldemort? Il a d'autres projets, des projets qu'il peut mettre en œuvre très discrètement, des choses qu'il ne peut obtenir que dans le plus grand secret, une arme par exemple, une arme nouvelle dont il ne disposait pas la dernière fois. Depuis des semaines, Harry n'avait plus réfléchi à ces paroles de Sirius. Il avait été trop absorbé par ce qu'il se passait à Poudlard, trop occupé par les conflits avec Ombrage, l'injustice des interventions du ministère. Mais à présent, ces mots lui revenaient en tête et le faisaient réfléchir. La colère de Voldemort aurait un sens s'il n'avait pas progressé dans la recherche de l'arme, quelle qu'elle soit. L'ordre avait-il réussi à le freiner, à l'empêcher d'acquérir cette arme? Où était-elle conservée? Qui la possédait pour le moment? Mimbelus, Mimbeltonia, dit la voix de Ron. Harry revint à la réalité juste à temps pour franchir le trou qui donnait accès à la salle commune. Il apparut qu'Hermione était allée se coucher de bonne heure, laissant Patron, un fauteuil et des chapeaux d'elfes grossièrement tricotés posés sur une table auprès du feu. Harry était plutôt content qu'elle ne soit pas là. Il n'avait pas envie de lui parler de sa cicatrice et de l'entendre dire, elle aussi, qu'elle devait absolument aller voir Dumbledore. Ron ne cessait de lui jeter des regards inquiets, mais Harry se contenta de sortir ses livres de sortilège et de se mettre à son devoir. Il faisait semblant de se concentrer, cependant, et lorsque Ron lui annonça qu'il allait également se coucher, Harry n'avait quasiment rien écrit. Minuit arriva tandis qu'il lisait et relisait sans rien y comprendre un passage sur les propriétés d'un grand son, je sais pas ce que c'est, officinal et de la livèche, de la gilier, certignotoire. Désolé, ces plantes sont d'une grande utilité pour le cerveau, le cerveau, et entrant ainsi dans la composition de filtres de confusion et d'embrouille pour lequel le sorcier désire inciter à des conduites impétueuses et téméraires. Hermione disait que Sirius devenait téméraire depuis qu'il était enfermé au square Grimmauld. D'une grande utilité pour enflammer le cerveau et entrer dans la composition, la Gazette du sorcier pensait seulement qu'il avait le cerveau enflammé
si elle découvrait qu'il connaissait les sentiments de Voldemort. Entre ainsi dans la composition de filtres de confusion et d'embrouille. La confusion, c'était le mot qui convenait. Pour quelle raison savait-il ce que Voldemort ressentait? Quelle était donc la nature de ce lien étrange qui existait entre eux et dont jamais Dumbledore ne lui avait donné une explication satisfaisante? Le sorcier désire inciter. Harry avait tellement eu envie de dormir, à des conduites impétueuses. Ce fauteuil devant le feu était si chaud, si confortable, avec Padoron qui ronronnait, le crépitement des flammes et la pluie qui continuait de tambouriner sur les carreaux. Le livre le glissa des mains et tomba sur le tapis avec un bruit mat. Sa tête s'inclina sur le côté. Il avançait une fois de plus le long d'un couloir sans fenêtre, ses pas résonnant dans le silence. À mesure que la porte, au bout du passage, se rapprochait, l'excitation s'accélérait. Si seulement il avait pu l'ouvrir, la franchir. Il tendit la main. Le bout de ses doigts n'était plus qu'à quelques centimètres. « Harry Potter, monsieur !» Il se réveilla en sursaut. Toutes les chandelles de la salle commune étaient éteintes, mais il voyait quelque chose bouger près de lui. « Qui est là ?» dit Harry en se redressant dans son fauteuil. Le feu s'était presque entièrement consumé. Il faisait noir dans la pièce. « Dobby vous ramène votre chouette, monsieur, » couina d'une petite voix. « Dobby » répéta Harry d'une voix pâteuse en scrutant les ténèbres dans la direction d'où venait la voix. Dobby, l'elfe de maison, était debout à côté de la table sur laquelle Hermione avait laissé une demi-douzaine de chapeaux de laine. Ses grandes oreilles pointues dépassaient de sous une pile de chapeaux qui devait rassembler tous ceux qu'Hermione avait tricotés. Il les portait les uns par-dessus les autres, et sa tête paraissait ainsi s'allonger de près d'1 mètre. Sur les derniers pompons de la pile se tenait Edwidge, qui ululait d'un air paisible, visiblement guéri. « Dobby s'est proposé pour ramener la chouette de Harry Potter, » dit l'elfe de sa voix aiguë, une expression de véritable adoration sur le visage. Le professeur Coq-Blanche dit qu'elle va très bien maintenant, monsieur. Il s'inclina si bas que son nez en pointe effleura le tapis usé. Avec un ululement indigné, Edwidge s'envola et vint se poser sur le bras du fauteuil. « Merci, Dobby, » dit Harry en caressant la tête de sa chouette. Il ne cessait de cligner des yeux pour chasser l'image de la porte qu'il avait vue dans son rêve. Elle lui avait paru d'une réalité saisissante. En observant Dobby plus attentivement, il remarqua que l'elfe portait également plusieurs écharpes et d'innombrables chaussettes qui faisaient paraître ses pieds beaucoup trop gros par rapport à son corps. Tu as pris tous les vêtements qu'a laissé Hermione. Oh non, monsieur, dit Dobby d'un ton joyeux. Dobby en a aussi donné à Winky, monsieur. Ah oui, et comment va-t-elle, Winky demanda Harry. Les oreilles de Dobby s'affaissèrent légèrement. Winky boit toujours, monsieur, répondit-il avec tristesse, en baissant ses énormes yeux ronds et verts, aussi gros que des balles de tennis. Elle n'a toujours pas envie de vêtements, Harry Potter, et les autres elfes de maison non plus. Aucun d'eux ne veut plus nettoyer la tour de Gryffondor à cause des chapeaux et des chaussettes qui sont cachés partout. Ils trouvent cela insultant, monsieur. Dobby fait le ménage tout seul, monsieur, mais ça ne dérange pas Dobby, parce qu'il espère toujours rencontrer Harry Potter, et ce soir, monsieur, son vœu s'est réalisé. Dobby s'inclina à nouveau très bas. Mais Harry Potter ne semble pas heureux, poursuivit Dobby, qui se redressa en regardant Harry d'un air timide. Dobby l'a entendu grommeler dans son sommeil. Harry Potter a-t-il fait de mauvais rêves? Pas vraiment mauvais, répondit Harry en bâillant et en se frottant les yeux. J'en ai eu des pires. L'elfe contempla Harry de ses grands yeux sphériques. Puis, les oreilles tombantes, il dit d'un ton très sérieux. Dobby aimerait bien pouvoir aider Harry Potter parce que Harry Potter a donné la liberté à Dobby
et Toby est beaucoup plus heureux maintenant. Harry eut un sourire. Tu ne peux pas m'aider, Toby, mais je te remercie de me l'avoir proposé. Il se pencha et ramassa son livre de potions. Il essaya de finir son devoir le lendemain. Lorsqu'il referma le livre, les dernières lueurs du feu éclairèrent les fines cicatrices blanchâtres sur le dos de sa main. Le résultat de ses retenues avec ombrage. « Ah mais attends, dit lentement Harry. Il y a peut-être quelque chose que tu pourrais faire pour moi, Toby. » L'elfe le regarda, le visage radieux. « Dites ce que Harry Potter veut, monsieur. J'ai besoin d'un endroit où 28 personnes puissent s'entraîner à la défense contre les forces du mal sans être découvertes par un professeur. Et surtout, Harry crispa la main sur ses livres. Ses cicatrices brillant d'un blanc nacré, pas par le professeur Ombrage. Il s'attendait à voir le sourire de Toby disparaître à ses oreilles tombées. Il s'attendait à l'entendre dire que c'était impossible, ou bien qu'il essayerait de chercher un endroit, mais qu'il n'avait pas grand espoir. Jamais, en revanche, il n'aurait pensé que Toby allait faire un petit bond et agiter ses oreilles d'un air joyeux en claquant des mains. Toby connaît l'endroit idéal, monsieur, dit-il d'un ton d'alerte. Toby en a entendu parler par les autres elfes de maison quand il est arrivé à Poudlard, monsieur. On l'appelle la pièce va-et-vient, ou encore la salle sur demande. Et pourquoi s'étonna Harry? Parce que c'est une pièce où on ne peut pas entrer, dit Toby, d'un ton très sérieux. On peut entrer, dit Toby d'un ton très sérieux, que si on en a vraiment besoin. Parfois elle est là, parfois elle n'y est pas. Mais quand elle apparaît, elle contient toujours ce qu'on cherche. Toby l'a déjà utilisé, monsieur, ajouta l'elfe, en baissant la voix d'un air coupable. Corwin avait bu. Il l'a caché dans la salle sur demande, et il a trouvé des antidotes à la bière au beurre, avec un joli petit lit à la taille d'un elfe, pour qu'elle puisse se remettre, monsieur. Et Toby sait aussi que monsieur Rusard y a trouvé du matériel de nettoyage un jour où il en manquait, monsieur. Et si on avait vraiment besoin d'aller aux toilettes, dit Harry, après s'être soudain rappelé quelque chose que Dumbledore lui avait dit l'année précédente au bal de Noël. Elle se remplirait de bouts de chambre. Toby le pense, monsieur, répondit l'elfe en hochant gravement la tête. C'est une pièce très étonnante, monsieur. Combien de gens la connaissent demanda Harry, qui s'était redressé dans son fauteuil. Très peu, monsieur. La plupart du temps, ils tombent dessus quand ils en ont vraiment besoin. Mais souvent, ils ne la retrouvent plus jamais parce qu'elles ne savent pas qu'elle est toujours là à attendre qu'on l'appelle, monsieur. C'est une excellente idée, dit Harry, le cœur battant. Ça me semble parfait, Toby. Quand pourrais-tu me montrer où elle se trouve? N'importe quand, Harry Potter, monsieur, répondit Toby, manifestement ravi de voir la réaction enthousiasme de Harry. Nous pourrions même y aller maintenant si vous le désirez. Pendant un instant, Harry tentait de le suivre. Il s'était à moitié levé de son fauteuil avec l'intention d'aller chercher sa cape d'invisibilité dans le dortoir, lorsque ce n'était pas la première fois. Une voix très semblable à celle de Hermione lui murmura à l'oreille, téméraire. Il était très tard. Il se sentait épuisé. Il devait terminer son devoir pour Rogue. Pas ce soir, Toby, dit alors Harry à contre-cœur en se laissant retomber dans son fauteuil. C'est très important. Je ne veux pas risquer de tout rater. Il faut une bonne organisation. Écoute-moi. Peux-tu me dire où se trouve exactement la salle sur demande et comment s'y rendre? Les pans de leur robe voltigeaient et tournoyaient autour d'eux alors qu'ils traversaient et pataugeaient le potager détrempé pour se rendre au double cours de botanique. La pluie qui tombait en gouttes aussi grosses que des grêlons sur le toit de la serre produisait un tel vacarme qu'ils avaient du mal à entendre le professeur Jourov. L'après-midi, il fallut transférer le cours de soins créatures magiques dans une classe libre au rez-de-chaussée à cause de la tempête qui balayait le parc, et à l'heure du déjeuner, Angelina les informa, à leur grand soulagement, que la séance d'entraînement de Quidditch était annulée. Très bien, lui
place lorsqu'elle vient vers lui pour lui annoncer. Parce qu'on a trouvé un endroit pour notre première réunion. Ce soir, 8 heures, 7e étage en face de la tapisserie qui représente Barnabas le follet battu par les trolls. Tu peux le dire à Cathy et Alicia. Elle parut légèrement déconcertée mais promit de faire passer le message. Harry retourna avidement à ses saucisses, accompagné de la purée. Quand il releva la tête pour boire son jus de citrouille, il vit Hermione qui le regardait. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il la bouche pleine. « Je voulais simplement dire que les idées de Dobby ne sont pas toujours sans danger. Souviens-toi quand tu as perdu tous les os de ton bras à cause de lui. Cette pièce n'est pas une idée absurde de Dobby. Dumbledore la connaît aussi, il m'en a parlé au bal de Noël. » Le visage d'Hermione s'éclaira. Dumbledore t'en a parlé. En passant, précisant Harry avec un faux haussement d'épaule. Alors ça va, dit Hermione qui ne souleva plus d'objection. Avec Ron, ils avaient consacré la plus grande partie de la journée à chercher les élèves qui avaient inscrit leur nom sur la liste à la tête du sanglier, afin de leur donner le lieu du rendez-vous. Harry fit un peu déçu que Ginny soit la première à trouver Cho et son ami. À la fin du dîner, cependant, il était sûr que la nouvelle avait été transmise à chacun des 25 personnes qui avaient assisté à la première réunion. À 7h30, Harry, Ron et Hermione quittèrent la salle commune. Harry, serrant dans sa main un vieux parchemin. Les élèves de 5e année avaient le droit de se promener dans les couloirs jusqu'à 9h du soir, mais tous trois n'en jetaient pas moins de regards inquiets tout autour d'eux pendant qu'ils montaient au 7e étage. « Attendez, dit Harry, lorsqu'ils furent arrivés du dernier escalier. » Il déroula son parchemin, le tabota de sa baguette magique et murmura. « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. » Un plan de Poudlard apparut aussitôt. De petits points noirs mobiles, chacun accompagné d'un nom, montraient à quel endroit du château se trouvaient les diverses personnes qu'il tenait à éviter. Russard est au 2e étage, dit Harry, en regardant le plan de près. Et Miss Dane au 4e. Et Ombrage demanda Hermione d'un ton anxieux. Dans son bureau, indiqua Harry, on peut y aller. Ils se hâtèrent le long du couloir jusqu'à l'endroit que Dobby avait décrit à Harry, une surface de mur lisse, face à une immense tapisserie qui représentait la stupide tentative de Barnabas le follet d'apprendre à des trolls l'art de la danse. « Ok, » murmura Harry. Un troll mangé au mythe cessa de donner ses habituels coups de massue au maître de ballet et regarda les nouveaux venus. Dobby m'a dit de passer 3 fois devant ce morceau de mur en pensant très fort à ce que nous voulions. Ils suivirent les instructions, faisant demi-tour devant la fenêtre située à l'une des extrémités du mur, puis devant le vase de la taille d'un homme qui se trouvait à l'autre bout. Ron plissa les yeux dans un effort de concentration. Hermione murmurait des paroles indistinctes, et Harry serrait les poings en regardant droit devant lui. « Il nous faut un endroit pour apprendre à nous battre, » pensait-il avec force. « Donnez-nous un lieu pour nous entraîner, quelque part où on ne pourra pas nous trouver. »« Harry !» dit soudain Hermione alors qu'il faisait à nouveau demi-tour après leur 3e passage. Une porte de bois verni était apparue dans le mur. Ron la regarda d'un air un peu méfiant. Harry tendit la main, saisit la poignée de cuivre, ouvrit la porte et pénétra le premier dans la salle, dans la pièce spacieuse, illuminée par des torches semblables à celles qui éclairaient les cachots 8 étages plus bas. Des bibliothèques s'alignaient le long des murs et de grands coussins en soie donnaient lieu de sièges. Au fond de la pièce, des étagères étaient chargées de toutes sortes d'instruments tels que des strutoscopes, des capteurs de dissimulation et une grande glace à l'ennemi craquelée, celle-là même que Harry avait déjà vue l'année précédente dans le bureau du faux Maugret. Ça serait bien quand on s'entraînera à la stupéfaction, dit Ron avec enthousiasme en donnant un coup de pied dans un coussin. Et regardez tous ces livres, s'exclama Hermione surexcitée, en caressant du bout des doigts la reliure de gros volumes de cuir, abrégés des sortilèges communs et leur contre-attaque, les forces du mal surpassées, les sorts d'autodéfense. Waouh! Le visage radieux
Elle se tourna vers Harry. La présence de ces centaines d'ouvrages avait finalement convaincu Hermione qu'elle avait raison de faire ce qu'elle faisait. Harry, c'est merveilleux, dit-elle. Il y a tout ce qu'il nous faut ici. Et sans attendre, elle en prit un sur une étagère, sortilège à des usages ensorcelés, et se laissa tomber sur le coussin le plus proche et commença à lire. On frappa doucement à la porte. Harry se retourna. Ginny, Neville, Lavande, Parvati et Dean étaient arrivés. « Oh !» s'écria Dean, en regardant autour de lui, l'air impressionné. « C'est quoi cet endroit ?» Harry se lança alors dans des explications, mais avant d'en avoir terminé, d'autres personnes arrivèrent et il dut tout recommencer depuis le début. Lorsqu'il fut 8 heures, tous les coussins étaient occupés. Harry se dirigea vers la porte et tourna la clé qui dépassait de la serrure. Il y eut un déclic sonore des plus satisfaisants et tout le monde se tut, les yeux tournés vers lui. Hermione prit bien soin de marquer les pages du sortilège à l'usage des ensorcelés, à laquelle elle avait interrompu sa lecture et mit le livre de côté. « Bien, dit Harry, un peu nerveux. Voici donc l'endroit que nous avons trouvé pour nos séances d'entraînement et apparemment il vous convient. » « C'est fantastique, dit Cho. » Des murmures approbateurs s'élevèrent de toutes parts. « C'est bizarre, dit Fred, les sourcils froncés. Un jour, on s'est réfugié ici pour échapper à Russard, tu te souviens, Georges? Mais à l'époque, c'était un simple placard à balai. »« Et Harry, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Dean, assis au fond de la pièce, l'index pointé sur le scrutoscope et la glace à l'ennemi. « Des détecteurs de magie noire, répondit Harry, en se faufilant parmi les coussins pour s'approcher des étagères. Leur fonction de base, c'est de montrer la présence d'un ennemi ou de mage noir qui se trouverait à proximité. Mais il ne faut pas trop s'y fier. On peut parfois déjouer leur vigilance. Il observa un moment la glace à l'ennemi craquelée. Des silhouettes sombres s'y promenaient, mais aucune n'était reconnaissable. Harry tourna le dos au miroir. J'ai réfléchi à ce qu'on devrait faire au début et il remarqua une main levée. Qu'est-ce qu'il y a, Hermione? Je pense qu'il faudrait commencer par élire un chef, dit-elle. C'est Harry, le chef, dit aussitôt Cho, en regardant Hermione comme si elle était folle. Harry sentit son estomac faire un nouveau saut périlleux. Oui, mais je pense qu'il faut procéder à un vrai vote, poursuivit Hermione imperturbable. Ça officialisera la fonction et lui donnera l'autorité nécessaire. Alors ceux qui pensent que Harry doit être le chef de ce groupe, levez la main. Tout le monde leva la main, même Zacharias Smith. Son geste manquait cependant de conviction. Bon, très bien, merci, dit Harry, qui sentit ses joues s'embraser. Et quoi, Hermione? Je pense que nous devrions aussi nous donner un nom, dit-elle d'une voix claironnante, la main toujours en l'air. Ce serait une façon de créer une unité, un esprit d'équipe, vous ne croyez pas? On a qu'à l'appeler la Ligue des champions anti-ombrage, proposa Angelina avec optimisme. Ou alors le Front de libération contre les crétins du ministère, suggéra Fred. Moi je pensais plutôt à un nom qui ne dévoilerait pas tout de suite ce que nous faisons, reprit Hermione en regardant Fred les sourcils foncés. Comme ça, on pourrait en parler sans risque en dehors des réunions. L'association de défense, risqua Cho, en abrégé, ça donnerait AD. Personne ne saurait de quoi il s'agit. Oui, c'est pas mal l'AD, approuva Ginny, mais ce serait mieux si ça voulait dire l'armée de Dumbledore, puisque c'est la pire crainte du ministère, non? Il y eut un mélange d'éclats de rire et de murmures approbateurs. Tout le monde est d'accord pour l'AD, demanda Hermione, d'un ton autoritaire. Elle s'agenouilla sur son coussin pour compter les voix. Ça fait une majorité. La motion est adoptée. Elle épingla au mur le parchemin qui portait tous les noms et les signatures et écrivit en grosses lettres, en toute largeur, « Armée de Dumbledore ». Bien, dit Harry, lorsqu'elle se furent assises. On passe à la pratique maintenant. Je pense que la première chose que nous devrions faire, c'est Expelliarmus. Vous savez, le sortilège de désarmement. Je sais que c'est assez élémentaire, mais je me suis rendu compte qu'il était très utile. Oh non, s'il te plaît, dit Zacharias Smith, en levant les yeux au plafond, les bras croisés.
Je ne crois pas que l'Expelliarmus puisse vraiment nous aider contre tu sais qui. Punisher, comment ça va? Moi, je m'en suis servi contre lui, dit Harry d'une voix posée. Ça m'a sauvé la vie en juin. Smith ouvrit la bouche d'un air niais. Les autres restèrent totalement silencieux. Mais si tu penses que ce n'est pas digne de toi, tu peux t'en aller, dit Harry. Smith ne bougea pas, ni personne d'autre. Ok, reprit Harry, la bouche un peu plus sèche que d'habitude, en voyant tous ses regards tournés vers lui. Nous allons former des équipes de 2 et nous mettre au travail. Donner ainsi des instructions lui procurait un étrange sentiment, mais il était encore plus étrange de voir les autres les suivre. Tout le monde se leva aussitôt et se répartit par équipe de 2. Comme c'était à prévoir, Neville se retrouva sans partenaire. Tu n'as qu'à te mettre avec moi, lui dit Harry. Bon, à toi, on y va. 1, 2. Des Expelliarmus retentirent alors dans toute la pièce. Des baguettes magiques volèrent en tous sens. Des sortilèges mal orientés frappèrent des livres rangés sur les étagères et les projetèrent en l'air. Harry était trop rapide pour Neville, dont la baguette bondit de sa main et alla heurter le plafond dans une pluie d'étincelles avant de retomber sur une bibliothèque où Harry la récupéra à l'aide d'un sortilège d'attraction. En jetant un coup d'œil autour de lui, il s'aperçut qu'il avait eu raison de commencer par un exercice de base. Tous ces étalages de magie n'étaient guère brillants. Nombre d'entre eux étaient incapables de désarmer leur adversaire et ne parvenaient qu'à les faire reculer de quelques pas ou alors arracher une grimace lorsque leur sort défaillant leur sifflait au-dessus de la tête. Expelliarmus, dit soudain Neville, et pris par surprise, sentit sa baguette lui échapper. J'y suis arrivé, s'exclama Neville, d'un air ravi. Je ne l'avais encore jamais fait, et j'y suis arrivé. Bien joué, dit Neville pour l'encourager. Il préférait ne pas souligner le fait que dans un vrai duel, il était peu probable que son adversaire regarde ailleurs en tenant négligemment sa baguette le long de son corps. Neville, tu veux bien faire équipe avec Ron et Hermione, que j'aille voir d'un peu plus près comment se débrouillent les autres. Neville s'avança au centre de la pièce. Il se passait quelque chose de bizarre avec Zacharias Smith. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour désarmer Anthony Goldstein, sa propre baguette lui sautait de la main, alors qu'Anthony n'avait pas encore émis le moindre son. Harry n'eut pas à chercher très loin la clé du mystère. Fred et George se trouvaient à quelques pas de Smith et pointaient à tour de rôle leur baguette sur son dos. « Désolé, Harry, dit précipitamment George, lorsqu'ils croisèrent son regard. Je n'ai pas pu résister. » Harry passa parmi les autres en essayant de corriger ceux qui s'y prenaient mal. Ginny faisait équipe avec Michael Corner et se montrait très habile, sans qu'on puisse savoir si Michael était moins doué qu'elle ou s'il répugnait à lui jeter d'un sort. Ernie Macmillan brandissait sa baguette avec de grands gestes inutiles qui permettaient à son partenaire de passer sous sa garde. Les frères Criver, pleins d'enthousiasme, mais très irréguliers, étaient les principaux responsables des vols planés et exécutés par les livres de la bibliothèque. Luna Lovegood semblait tout aussi inégale. Parfois, elle arrivait à arracher sa baguette magique des mains de Justin Fletchley, et à d'autres moments, elle ne parvenait qu'à lui faire dresser les cheveux sur la tête. Bon, c'est bien. Stop. J'aurais besoin d'un sifflet, pensa-t-il, et aussitôt, il en vit un posé sur la rangée de livres la plus proche. Il le prit et souffla dedans avec force. Tout le monde abaissa sa baguette. Ce n'était pas mal, dit Harry, mais il y a de la place pour des progrès. Zacharias Smith le fusilla du regard. Allez, on essaie encore. Il fit à nouveau le tour de la pièce, s'arrêtant ici ou là pour donner des conseils. Peu à peu, les performances s'améliorèrent. Pendant un certain temps, il évita de s'approcher de Cho et de son ami, mais après avoir vu 2 fois chacune des autres équipes, il sentit qu'il ne pouvait pas les ignorer plus longtemps. « Ah non, dit Cho d'un air fébrile lorsqu'il vint vers elle. Expelliarmus. Non, je veux dire Expelliarmus. Désolé, Marietta. » La manche de son ami aux cheveux bouclés venait de prendre feu.
comme si c'était lui le responsable. Tu me troubles. Je me débrouillais très bien tout à l'heure, dit Joe, la mine piteuse. C'est pas mal du tout, mendit Harry. Mais lorsqu'il la vit hausser les sourcils, il rectifia. En fait, c'était nul, mais je sais que tu peux y arriver, je te regardais de là-bas. Elle éclata de rire. Son amie Marietta les observa d'un air aigre et s'éloigna. Ne fais pas attention à elle, murmura Joe. Elle n'avait pas vraiment envie de venir, mais j'ai quand même réussi à l'emmener avec moi. Ses parents lui ont interdit de faire quoi que ce soit qui puisse contrarier Ombrage. Sa mère travaille au ministère, tu comprends. Et tes parents à toi, demanda Harry. Moi aussi, ils m'ont interdit de me mettre mal avec Ombrage, répondit Joe, qui se redressa fièrement. Mais s'ils s'imaginent que je ne vais pas combattre tu sais qui, après ce qui est arrivé à Cédric. Elle s'interrompit, un peu désorientée, et un silence gêné s'installa entre eux. La baguette de Terry Bott siffla aux oreilles de Harry, qui vint frapper Alicia Spinnet en plein sur le nez. Moi, mon père soutint toutes les actions contre le ministère, dit Luna Lovegood avec fierté. Elle était juste derrière Harry et de toute évidence, elle avait écouté leur conversation pendant que Justin Fitchley essayait de se dépêtrer de sa robe qui lui était passée par-dessus la tête. Il dit toujours qu'il s'attend à tout de la part de Fudge, poursuivit Luna. Le nombre de gobelins que Fudge a assassinés, et bien sûr il utilise le département des mystères pour mettre au point de poisons terrifiants qu'il fait boire à leur insu à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et puis, il y a aussi le tranche-sac ancupulaire. Ne demande pas ce que c'est, chuchota Harry à Joe lorsqu'il la vit ouvrir la bouche d'un air interrogateur. Joe bouffa de rire. « Hé, Harry !» appela Hermione à l'autre bout de la pièce. « Tu as vu l'heure ?» Il regarda sa montre et fut stupéfait de voir qu'il était déjà 9h10, ce qui signifiait qu'il devait rentrer tout de suite dans la salle commune respective s'il ne voulait pas être puni par Rusard pour vagabondage dans les couloirs. Il donna un nouveau coup de sifflet. Les Expelliarmus s'interrompirent aussitôt, et il entendit encore 2 baguettes magiques tomber sur le sol. C'était très bien, annonça Harry, mais nous avons un peu dépassé l'horreur. Il vaudrait mieux s'arrêter maintenant. Ma mère, gêne, d'accord. Plutôt que ça, lança dit Thomas avec enthousiasme. Il y eut de nombreux signes de tête approbateurs, mais Angelina s'empressa d'intervenir. La saison de Quidditch est sur le point de commencer. Il faut penser à nous entraîner. Alors disons mercredi prochain, proposa Harry. Nous pourrions décider à ce moment-là d'organiser des réunions supplémentaires. Venez, on ferait bien d'y aller. Il ressortit sa carte du maraudeur et vérifia qu'il n'y avait pas de professeur dans le couloir. Puis, il les laissa partir par groupe de 2 ou 3, en suivant de petits points noirs avec inquiétude pour s'assurer qu'ils étaient retournés sans encombre dans leur dortoir. Les pauvres souffles dans leur couloir du sous-sol, par lesquels on accédait également aux cuisines, les serres d'aigle dans une tour de l'aile ouest du château, et les griffons d'or dans le passage qui menait au portrait de la grosse dame. C'était vraiment très très bien, Harry, dit Hermione lorsqu'ils ne furent plus que tous les 3. Ça c'est vrai, approuva avec enthousiasme. Ils sortirent de la salle et virent la porte disparaître derrière eux, en se fondant dans le mur de pierre. Tu as vu quand j'ai désarmé Hermione, Harry? Oh, une fois seulement, répliqua Hermione vexée. La plupart du temps, c'était moi le plus rapide. Une fois seulement, je t'ai désarmé au moins 3 fois, protesta Ron. Ah, évidemment, si tu comptes le moment où tu t'es pris les pieds dans ta robe en tombant sur moi et en m'arrachant ma baguette des mains. Ils se disputèrent ainsi tout au long du chemin qui les séparait de la salle commune, mais Harry ne les écoutait pas. Il gardait un œil sur la carte du maraudeur et repensait à Joe quand elle lui avait dit qu'il la troublait. Et voilà, c'est tout pour ce soir les loups. Je vais vous faire des bisous et vous laisser là. Et la prochaine fois ce sera si je dis pas de bêtises, si je n'ai pas d'imprévu non plus. Parce que mardi je participe normalement à un petit Mario Kart, donc on va voir. Si j'ai fini à temps, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, des bisous, je pense à vous. Prenez soin de vous surtout. Et à mardi pour